Découvrir. Eureka! C'est ce qu'a crié Archimède quand il a enfin compris le principe de la poussée d'Archimède. Mais c'était sûrement pas ça le nom de la poussée avant qu'il la découvre. Eureka, ça veut dire « j'ai trouvé » et c'est une sensation ô combien agréable de finalement résoudre un problème sur lequel on est penché depuis plusieurs minutes, jours, semaines, mois, années. Mais pour crier Eureka, notre découverte n'a pas forcément besoin d'être le fruit d'un long travail acharné. Ça peut aussi être une découverte qui nous attrape au détour, de manière complètement inattendue et qui nous foudroie de surprise ou d'émerveillement. Chose certaine, pour découvrir quelque chose ou quelqu'un, ou pour se découvrir, il faut laisser du temps au temps, laisser les détours nous détourner et les erreurs nous apprendre la curiosité. Et par-dessus tout, il faut rester aux aguets parce que la découverte n'a pas d'horaire ni de frontières. Elle peut autant frapper pendant une excursion en forêt qu'entre deux recettes de biscuits sablés. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser surprendre par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Avec ma voisine, on aimait ça, monter des petites tables sur le bord de la rue, puis vendre nos vieilles poupées, nos vieilles Barbies, faire de la limonade. On aimait ça barguiner avec le monde quand il passait. Fait que le côté entrepreneur, je pense que je l'avais quand même quand j'étais petite aussi. Moi, j'étais horticultrice. Mon conjoint, il était émondeur. Puis à un moment donné, on s'est dit, bien, pourquoi mettre juste des fleurs quand on peut mettre des fleurs comestibles? Le Lillet, c'est une région florissante de produits tellement nichés. Je pense que c'était important de les mettre en lumière. Je m'appelle Josette Émilie Boutin, j'ai 39 ans, puis je suis la propriétaire de la Cambeuse Épicerie en vrac. Étant donné que moi, je viens d'un autre pays, je me dis pourquoi pas partager, genre, comme ces traditions-là culinaires. Parce que du vrac, il y en a au Maroc, il y en a en Haïti, il y en a en Afrique. Puis, tu sais, nous autres, on est là, oui, le vrac, mais eux autres, c'est vraiment du vrac. Le concept, pour moi, c'était vraiment important aussi de ne pas être tout seul dans ce projet-là, de pouvoir rassembler d'autres entrepreneurs. Fait que c'est pour ça que j'étais allée chercher Petit Baume, Atelier Bâtard, parce que je me disais qu'on pouvait rassembler le monde. On l'a appelé l'usine 84. C'est vraiment une deuxième famille. Je m'appelle Laurie. Il y a 3 ans, j'ai développé mon entreprise Petit Baume. Petit Baume, c'est une entreprise de fabrication de produits corporels naturels. En plus de réfléchir aux produits que je fabrique, j'ai beaucoup réfléchi au choix de mes contenants. Des contenants qui sont rechargeables, des contenants qui sont consignés. Donc, les gens peuvent me retourner leur peau vide. Moi, je en fais la stérilisation et je les remets en circulation. Je fais aussi beaucoup de collaborations avec des artisans locaux pour fabriquer certains contenants. Moi, je travaillais de chez moi. Ça me manquait quand même le côté esprit d'équipe, travailler ensemble, avoir des idées, créer, co-créer. Là, je rentre ici, puis je vois mes collègues, on prend un petit café ensemble, puis là, on a plein d'idées. Ça fait un milieu de travail stimulant. Découvrir, je pense, c'est quelque chose qui est quotidien. Le riz, Petit Baume. On a décidé de l'appeler le Petit Baume parce que, par rapport à un client, à un moment donné, il voulait que j'y explique le vrac, puis l'histoire aussi de la Cambeuse. Fait que j'ai expliqué, puis en partant, il dit « Toi, tu vas pas t'appeler Josette, tu vas t'appeler Josette. » Fait que là, le riz qui fait « Ben maintenant, je vais t'appeler Josette. » Fait que là, j'ai dit « Ben toi, tu vas être mon Petit Baume. » Mon premier objet que je pourrais dire qui a vraiment une valeur sentimentale, mais que je ne mets même pas, tu sais, c'est un collier. C'est drôle à dire, mais je l'ai encore, il est chez nous. Je le mets pas parce que je porte pas des colliers de perles. Mais quand j'étais petite en Haïti, c'est la première chose que ma mère m'a comme offert. Parce que j'étais une personne un petit peu sauvage. Puis elle
Parce que quand tu es adopté, que tu fais plusieurs familles, orphelinats, ben ça fait en sorte que tu as peur d'être abandonné, fait que tu te crées une espèce de petite carapace. Ma mère qui voulait adopter des enfants, ben elle a voulu m'adopter moi, puis je suis fière de ce que je suis. Je m'en vais à 40 ans, là, puis je me dis, mon Dieu, yes! Je pense que la communauté, on a chacun une force. Chaque client a une force. C'est le fun de pouvoir les découvrir. En montant l'épicerie, en montant la cambuse, j'aurais pu baisser les bras plein de fois, mais ils m'ont laissé vivre mon projet. Ils m'ont laissé vivre mon rêve. La campagne de sociofinancement qu'on a faite, La Ruche, on a fait un mur de remerciements. Chaque personne figure qui a donné un petit montant, un plus gros montant, ils ont leur place. Je me suis toujours dit qu'un projet comme ça, ben Saint-Jean-Port-Joli, c'est une région qui aime découvrir, qui sont ouverts aussi. Je pense que le monde y était prêt. Très jeune, j'étais probablement voué à voyager beaucoup. À l'âge de 14 ans, alors que tu es un pré-ado, j'avais été dans une agence de voyage pour prendre des informations pour le Pérou. C'était évident là, que je n'allais pas partir en voyage au Pérou à 14 ans, mais j'avais cette curiosité-là. Puis plus tard, donc, je me suis retrouvé à finalement prendre la décision de prendre mon sac à dos puis de partir en voyage. Mon premier voyage, je suis allé en Amérique du Sud, j'ai été 8 mois, j'ai adoré, j'ai appris l'espagnol. Puis j'avais un ami qui allait se marier au Pérou. Donc, dans mon deuxième voyage, je suis allé jusqu'au Pérou pour assister au mariage de cet ami-là. Et finalement, j'y suis resté pendant presque 3 ans. Je m'appelle Fernand Ouellette, je suis citoyen de la planète et j'habite Port-Neuf depuis 10 ans. J'aime beaucoup les chapeaux. Ça fait partie du pays, puis j'ai l'impression que quand je voyage, c'est normal que je porte un chapeau comme les gens du pays. Puis j'en achète toujours un. Puis j'ai remarqué à un moment donné que j'en avais plusieurs chez nous, puis que je les remettais plus nécessairement. Je suis assez fan de bijoux aussi. Je ramène toujours un pendentif ou une chaîne ou une bague. Ça, par contre, je continue à les utiliser. La vie m'a amené un peu partout. J'ai voulu devenir guide touristique, chauffeur-guide, accompagnateur pour des petits groupes. Ces groupes n'étaient pas nécessairement en français ou en anglais, ils étaient à 95% en espagnol. Alors j'ai postulé parce que, 1, je parlais espagnol, parce que 2, j'adore l'Amérique latine, puis à l'idée de guider au Canada des Latino-Américains, ça me paraissait extraordinaire comme travail. C'était un circuit qui commençait à Toronto. Le travail du guide accompagnateur, c'était de recevoir le groupe à l'aéroport. Il y avait visite de Toronto, tour de ville, activité à la tour du CN, par exemple. Ensuite, on les amenait à Niagara, puis on traversait au Québec ensuite pour Mont-Tremblant, Montréal, Québec. Donc, c'était un grand circuit d'une dizaine de jours, entre 10 et 55 passagers. C'est la pandémie qui m'a obligé, si on peut dire, comme beaucoup d'entre nous, à se réorienter. Il y avait une offre d'emploi chez Accès Travail Port-Neuf pour travailler en immigration, donc j'ai postulé. On organise des activités pour être en relation avec des gens d'ici, que ce soit des nouveaux arrivants ou des travailleurs agricoles, on leur donne la possibilité d'apprendre le français. Par exemple, on organise des rencontres de soccer, on organise une épluchette de blé d'Inde à tous les années. Ce week-end, en fait, on fait une activité de patin. Alors là, on a invité les travailleurs, les immigrants à venir patiner. On fournit les patins, puis on fournit des bénévoles, des Québécois qui savent patiner, qui vont accompagner les travailleurs qui n'ont jamais chaussé des patins, donc ils ne s'imaginent même pas comment on peut faire pour tenir sur des patins. Hein? Donc, il y a toute une série d'activités qu'on a développées au fil du temps pour cette intégration-là. En général, on se concentre surtout sur leur faire découvrir chez nous, mais effectivement, il y a des exceptions. Comme ils ne sont pas chez eux pour leur fête d'indépendance, on s'est dit que ce serait génial de leur permettre qu'eux organisent leur propre fête. Dans cette occasion-là, on apprend sur leur propre fête, finalement, leur propre couture. La nourriture qu'on a offerte, c'était eux qui l'ont préparée et c'était la nourriture de leur pays, bien entendu. Donc, on a conçu un comité de Québécois, de Mexicains, de Guatémaltèques
pour que la fête reflète leur indépendance, comme s'ils étaient chez eux, mais ils sont ici. On s'est aperçu il y a 3 ans qu'il y avait beaucoup de travailleurs dont le transport était un enjeu majeur. Leur seule journée de congé, ils allaient au supermarché avec leur patron. Ils revenaient à la ferme après avoir fait le marché, puis c'était leur journée de congé bien souvent. Donc, on a fait un partenariat avec Cyclo Nord-Sud, qui est un organisme à but non lucratif aussi qui revalorise des vélos. Et on a offert à ce jour presque une centaine de vélos revalorisés selon les personnes qu'on jugeait le plus vulnérables, le plus isolés pour qu'ils aient un vélo. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, que j'ai adopté, c'est ne laisse jamais le dernier pas t'empêcher de faire le premier. Fais juste faire le premier pas et puis le restant va se passer tout seul. Donc, on apprend quelque chose de nouveau, puis ça nous fait grandir. Découvrir, c'est vivre. Je pense que la vie, c'est une découverte. Dans mon travail actuel, c'est de la découverte. Dans ma vie, moi, j'ai changé de métier à peu près à tous les 5 à 10 ans. Puis je pense qu'à quelque part, c'est ça, c'est le besoin de découverte, de faire quelque chose de nouveau, de me sentir utile. On est allé au Mexique, c'est pas pareil qu'ici, fait que j'aime découvrir c'est quoi qu'il y a là-bas. Là. J'ai été au Liban, OK. puis c'était vraiment différent de nous. Qu'est-ce qui était différent? Tout, genre, mettons, comme juste ce que j'avais plus remarqué, c'est que, mettons, une famille québécoise, t'emmènes ton ami chez vous manger 2 jours de temps, genre, ta mère, elle va te dire, ah, t'es écœurée. Mais là-bas, genre, ça fait partie de leur culture. Genre, tu sais, eux, ils te connaissent pas, mais ils vont te faire manger pendant 10 jours, là. On découvre presque à tous les jours l'actualité, les arts, le culturel, la musique, et puis un peu de tout, la cuisine. Il y a Pas le mets avec la pieuvre. Pas de mets avec la pieuvre. C'est noté. C'était pas une belle découverte. C'était calmar. Et puis j'avais entendu Sœur Angèle. Et puis, en tout cas, on va laisser faire ça. Il faut mastiquer longtemps. Il y a un bon moment, plusieurs années, Hélène puis moi, on était éleveurs de moutons. Un jour, dans notre troupeau, apparaît une maladie. Il y a un technicien du gouvernement fédéral avec un vétérinaire, tout ça, qui viennent, qui analyse le troupeau, puis qui détermine qu'on doit abattre plusieurs bêtes dans le troupeau. 45, pour être précis. Fait que c'est bien triste, on s'informe, on fait tout ça. Bref, on est obligé, on n'a pas le choix. Fait qu'il y a un technicien un bon matin qui arrive, puis qui il tue carrément, il égorge avec un couteau là, nos 45 bêtes qu'on enterre dans un trou qu'on a fait creuser nous autres mêmes à la demande du gouvernement, là, sur notre terre, puis on enterre les moutons, puis c'est un moment extrêmement triste, évidemment. Là, ça nous fend le cœur. 35 ans après. 35 ans après. Il y a un gars qui arrive ici avec un mouton sculpté en bois. C'est le technicien qui avait, ce matin-là, tué, égorgé là, nos moutons, qui aujourd'hui est à retraite, qui fait de la sculpture, puis qui nous a sculpté 3 moutons avec un berger pour s'excuser. Il l'avait lui aussi encore sur le cœur, puis il voulait réparer ça. Je m'appelle Raymond Baudet, auteur, scénariste, puis aujourd'hui je trouve beaucoup de plaisir à découvrir, à apprendre, puis à raconter des histoires. L'histoire, moi, c'est un petit peu comme Obélix. Là. J'ai été trempé dans marmite là, très jeune.
J'avais une mère qui était passionnée d'histoire puis qui nous en parlait tout le temps. En arrivant à Sainte-Marie, c'est certain que j'ai commencé à découvrir la place, à me familiariser avec ça. J'ai vraiment eu la piqûre de l'histoire. Marie-Claire Fleury, personnage central de l'histoire de la Beauce, qui a vécu au 18e siècle. Si Sainte-Marie s'appelle Sainte-Marie, c'est à cause d'elle. Marie-Claire Fleury a eu 11 enfants, a vécu jusqu'à 89 ans. 89 ans au 18e siècle, c'était pas donné à tout le monde. Ce personnage-là, c'est un personnage central, un personnage marquant, mais aussi un personnage qui a été passé sous le radar. Parce que c'était une femme, puis que l'histoire était écrite par des hommes, puis écrite par des religieux souvent. Donc, ce personnage-là, moi, m'a intéressé. J'ai commencé à creuser, j'ai commencé à m'informer, à lire. On a beaucoup de renseignements, puis à la fois peu de choses. Marie-Claire Fleury s'est mariée à 19 ans avec un homme qui en avait 49 à l'époque. Il y avait 30 ans de différence. Dès la signature du contrat de mariage, on savait qu'elle allait être veuve, puis on lui a donné, dans les contrats, dans les actes notariés, tout ça, là, tous les pouvoirs d'un homme. Je me suis dit, ça serait le fun d'arriver aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, d'imaginer ce qu'était sa vie, puis d'entrer en contact avec elle. Fait que moi, je me suis attaqué à ça. Pendant presque une année, je me suis mis dans la tête de Marie-Claire Fleury, puis, assez curieusement, j'ai trouvé comme une logique à l'intérieur du personnage. Avec Guillaume Carbonneau, qui est un spécialiste, un as de la programmation, on a réussi, puis on a mis au point, après un certain nombre d'essais quand même, là, une interface où aujourd'hui, on arrive à poser toutes nos questions à Marie-Claire Fleury, puis elle va nous répondre. Au domaine du parc Taschereau, à la chapelle Sainte-Anne, les visiteurs pouvaient arriver, poser plein de questions, puis je sais qu'il y en a qui se sont payés à la traite, là, qui ont imaginé toutes sortes de questions. Puis d'ailleurs, ça n'a pas de limite, hein? Tu peux y poser n'importe quoi, puis elle va te répondre quelque chose d'intelligent. Quelqu'un lui demandait l'autre fois, est-ce que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley? Bon. Elle dit, votre question est très intéressante, mais je ne peux pas y répondre. J'ai vécu longtemps avant que Lord Stanley donne son nom au trophée qui couronne la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, mais qu'évidemment qu'elle ne peut pas savoir, bien encore moins prédire si les Canadiens. Mais tu sais, la réponse est cohérente et documentée, est intéressante, puis est amusante pour la personne qui a posé la question. Là. Bonjour Marie-Claire, qu'est-ce que tu penses des habitants de Sainte-Marie? Bonjour. Je pense que les habitants de Sainte-Marie sont des gens bons et travailleurs. Ils sont très attachés à leur terre et à leur communauté. Je suis très reconnaissante pour leur hospitalité et leur gentillesse. Fait que les prochaines étapes, c'est un hologramme qui serait capable d'interagir puis d'initier même une conversation avec un visiteur et tout ça. Ça, c'est en développement actuellement. On n'a aucun portrait de Marie-Claire Fleury. Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, j'ai pris contact avec une descendante directe de Marie-Claire Fleury, qui est une Taschereau, Claudette Taschereau. Puis cette madame-là, elle a accepté de me prêter sa voix puis son image pour personnifier Marie-Claire Fleury. On peut synthétiser la voix d'une personne, on peut synthétiser les traits d'une personne. Donc Marie-Claire Fleury va revivre par son arrière-petite fille là, qui va lui prêter ses traits. Utiliser l'intelligence artificielle pour aller comme ça, plonger là, dans la vie, dans une époque, puis tout ça, c'est absolument fascinant. Pour les jeunes, entre autres pour les enfants, découvrir l'histoire comme ça, avec un contact, en posant des questions à des personnages, en écoutant des réponses, tout ça, c'est drôlement intéressant. J'ai tout le temps aimé incarner l'histoire dans des personnages, dans des situations. Fait que tranquillement, on lui rend justice à cette femme-là du mieux qu'on peut.